Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel agro-webinaire du mardi. Et aujourd'hui, on va vous parler de la bioéconomie dans les... je me rends compte que j'ai oublié de vous mettre la diapo. Et donc, on va vous parler de bioéconomie dans les DOM. Et on va surtout vous parler de la façon de valoriser la biomasse pour une meilleure autonomie. Et donc, pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir des gens qui travaillent dans les DOM et l'animation sera assurée par Sophie Cluzot-Moulet de l'ACTA. Je vous souhaite un bon webinaire. Je donne la parole à Sophie qui va présenter le sujet et les intervenants. Oui, merci Philippe. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Philippe l'a dit, je travaille à l'ACTA et je suis en charge de la direction Outre-mer. Et donc, je suis ravie de pouvoir animer aujourd'hui ce webinaire qui est dédié à la bioéconomie dans les DOM. Donc, pour illustrer la thématique, aujourd'hui, on va partir dans l'océan Indien et nous intéresser à la valorisation de la biomasse sur l'île de la Réunion. Alors, pourquoi cet exemple ? Eh bien, en fait, il faut savoir que d'une manière générale, les territoires ultramarins importent de grandes quantités d'intrants agricoles, notamment des fertilisants minéraux, des tourбes horticoles, des matières premières pour produire les concentrés pour les animaux et même ponctuellement des fourrages. Ainsi, par exemple, donc la Réunion, où on va aller aujourd'hui, importe chaque année plus de 30 000 tonnes de matières sèches, d'engrais minéraux et de synthèse, ce qui représente à peu près la moitié des intrants agricoles qui sont utilisés sur l'île. Et cet ordre de grandeur, il est à peu près similaire pour les autres territoires ultramarins. Donc, aller vers une plus grande autonomie pour ces territoires est un véritable enjeu pour leur agriculture, encore plus peut-être même qu'en métropole, parce qu'ici, les coûts sont multipliés par un facteur 2, voire 3 par rapport à la métropole. Alors, sur ces territoires, il y a des biomasses qui sont produites localement qui pourraient se substituer pour partie à ces ressources importées. Ainsi, à La Réunion, les acteurs de la R&D travaillent depuis plusieurs années sur la circularité de ces biomasses dans le but d'améliorer l'autonomie du secteur agricole face aux ressources importées et aussi de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on vous propose 3 interventions qui vont se succéder pour illustrer la problématique. Donc en premier, c'est Władysław Kulawski, qui est chef de projet au pôle de compétitivité calitropique, qui va expliciter les défis à court et moyen terme du compostage des matières organiques dans un contexte d'insularité. Ensuite, c'est Mathieu Bravin, qui est biogéochimiste du sol et chercheur au CIRAD, qui interviendra sur le bouclage des cycles des éléments majeurs et traces, qui est permis par la fertilisation organique des cultures à La Réunion et de ses conséquences agro-environnementales. Et enfin, c'est Louisa Blanchet, ingénieure à l'Armée Flore, qui présentera les travaux menés par son institut technique sur la valorisation des effluents d'élevage par les productions végétales. Donc, comme l'a dit Philippe, vous pouvez poser vos questions dans le module questions-réponses et on y répondra après les 3 présentations. Et donc, pour ne pas perdre plus de temps, je passe la parole à Władysław. Alors là, Władysław, on n'a pas le bon écran. Alors, merci beaucoup, Sophie. Donc, je suis en train de le mettre. Donc, voilà, normalement, là, ça devrait être visible pour tous. Alors, j'ai choisi de commencer ma présentation aujourd'hui par un piqûre de rappel. Excuse-moi, ce n'est pas visible à ton... Ça fonctionnait à la répétition. D'accord. Donc, hop. Voilà, diaporama. Voilà. Donc là, c'est bon. Normalement, vous voyez tout. Voilà. C'est bon. Donc là, c'est bon. J'ai choisi notamment en fait de commencer ma présentation aujourd'hui par un petit piqûre de rappel en ce qui concerne les obligations de tri et de gestion des déchets organiques en général, avec le fait qu'aujourd'hui, donc en 2023, on considère comme des gros producteurs tout producteur qui produit plus de 5 tonnes de déchets organiques par an, et que ça changera en 2024 avec la généralisation notamment en fait de l'obligation de tri à la source et de gestion de ces biodéchets pour tout le monde, y compris donc les acteurs publics et privés. Alors aujourd'hui, en fait, dans le cadre réglementaire, il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits, notamment pour hiérarchiser un petit peu les priorités d'usage des déchets de manière générale.
qui, pour les matières organiques fertilisantes d'origine résiduaire, pourrait se traduire à travers quelques exemples. Par exemple, en fait, en ce qui concerne la première priorité qui serait plutôt de prévenir les déchets, ça serait par exemple la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà, il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place au sein des territoires au niveau national et aussi à La Réunion. Pour la réutilisation, ça pourrait s'apparenter à un épandage au champ. Pour la partie recyclage, en fait, ça pourrait s'apparenter à un compostage qui a l'avantage aussi de stabiliser la matière organique. Et puis, en dernier recours, on a effectivement la production d'énergie à travers l'incinération ou la méthanisation. Et puis, en fait, un cas de figure qui est trop souvent encore courant, enfin, qui est actuellement courant, c'est aussi l'enfouissement et l'incinération sans production d'énergie. Alors, il faut savoir qu'au niveau législatif, le déchet organique, hein, et les matières fertilisantes organiques d'origine organique résiduaire sont aujourd'hui régis par plusieurs codes, donc c'est vraiment un contexte assez complexe. Il y a le code rural qui intervient, mais aussi celui de l'environnement, celui de la santé publique. Et donc, dans ce cadre-là, chacun de ces textes donne un certain nombre d'informations en ce qui concerne la gestion des biodéchets, la transformation des biodéchets et la valorisation des biodéchets en agriculture. Donc, voilà pour quelques éléments, juste pour se rendre compte effectivement de la complexité de la question au niveau réglementaire. Il y a aussi quelques informations très importantes, hein, notamment la catégorisation des déchets organiques et plus précisément en fait ceux qui sont d'origine animale, communément en fait appelés sous-produits d'animaux. Alors la réglementation les catégorise en 3 catégories en fonction du risque sanitaire qui est potentiel en fait pour ces déchets-là, en sachant que dans la catégorie 3, le risque sanitaire est considéré en tant que faible. Dans cette liste-là, par exemple, il y a des matières qui sont propres à la consommation humaine mais qui ne sont pas valorisées à travers les chaînes de distribution, de commerce, etc. Il y a aussi les déchets de cuisine et de table, hein, donc qui sont relativement frais. Alors, il y a effectivement, lorsqu'ils sont pas frais, notamment en fait leur qualité olfactive et visuelle est entravée, ces déchets-là se retrouvent dans la catégorie 2, dont le risque sanitaire en fait est considéré comme moyen. Dans cette catégorie 2, il y a aussi les effluents d'élevage. Donc ça, c'est très important puisque ça impacte derrière aussi les modalités des possibles de valorisation. Et pour la catégorie 1, en fait, ça, ce sont vraiment des matières organiques dont le risque sanitaire est considéré comme important et qui sont éliminées par des voies d'élimination. Et donc, il n'y a pas forcément une possibilité, il n'y a pas du tout de possibilité en fait de valorisation organique dans l'état ou après transformation en compost, par exemple. J'ai trouvé en fait ce schéma assez pédagogique et j'ai tenu donc de vous le présenter aujourd'hui. En fait, j'attire votre attention notamment sur le cheminement des déchets d'origine animale, donc des sous-produits d'animaux de catégorie 1. Et sur ces diapos-là, il est clairement illustré que la valorisation de ces sous-produits d'animaux de catégorie 1 est uniquement possible à des fins de production d'énergie en tant que combustible ou en tant que vecteur, hein, comme par exemple les biocarburants. En ce qui concerne en fait le processus de compostage, hein, il faut savoir que l'approche réglementaire aujourd'hui est fonction de 3 critères. Donc le premier critère, c'est le type d'entrant, et lorsqu'on parle en fait de sous-produits d'animaux, donc c'est notamment la catégorie de sous-produits d'animaux, donc C1, C2, C3. Il y a aussi la quantité qui est traitée au sein de l'exploitation ou ailleurs, hein, donc ce qu'on appelle en fait une activité connexe ou non connexe. Et puis le destinataire final, donc l'utilisateur en fait de ces maphores, de ces fertilisants organiques au champ. J'attire aussi votre attention ici sur la deuxième partie, donc le tableau qui est en bas à droite, notamment sur les sous-produits de catégorie sous-produits d'animaux de catégorie 3. Il y a un arrêté en fait qui est en effet en fait une dérogation par rapport à la réglementation actuelle qui a été très attendue par les acteurs notamment de compostage de proximité, puisque ça autorise en fait dans ce cadre-là les producteurs de déchets qui souhaitent traiter sur site leurs déchets à travers le compostage, de le faire à partir du moment où leur production annuelle ne dépasse pas 52 tonnes par an. Donc là, il n'y a pas forcément de démarche réglementaire qui est nécessaire et qui parfois peut être
très lourde pour ces acteurs. Bien sûr, en fait, il est important de mentionner et d'avoir un regard un petit peu plus général sur la production des maphores, notamment d'origine agricole à La Réunion. Et pour ce faire, il y a un projet très ambitieux qui s'est terminé en 2020, qui était le projet Gabir, à la suite du projet Girovar. Et suite aussi aux données qui ont pu être récoltées dans ce projet-là, qui a fédéré plusieurs acteurs sur le territoire, c'était vraiment quelque chose d'innovant à ce niveau-là. Et ben, il y a en fait une fiche technique qui est sortie fin de l'année dernière, notamment par la Chambre d'agriculture, qui synthétise un petit peu les données qui sont récoltées dans le cadre du projet Gabir. Et sur le tableau à droite, vous voyez notamment l'offre en fait d'un certain nombre de maphores vis-à-vis de la demande nutritionnelle des plantes. Donc ça, c'est vraiment l'approche qu'il faut avoir vis-à-vis des maphores, puisque on ne peut pas répondre à l'ensemble en fait de la demande majeure avec un seul et même unique maphore. Voilà, c'est un Graal qu'on n'a pas encore. Et en fait, ce qui concerne les chiffres par rapport à cette étude-là, ce qui en ressort, c'est que on est en capacité aujourd'hui, avec la production de maphores qui sont recensés ici, de répondre à 21% des besoins en azote, 84% en phosphore et 30% en potassium. Sur le tableau à gauche, par contre, il y a une grande inconnue, hein, qui est enfin, un grand déchet, en fait, un gros gisement, enfin, en tout cas un gisement qui manque, qui n'a pas été comptabilisé vis-à-vis de cette demande-là de l'agriculture, c'est notamment le secteur des biodéchets. Et c'est pas faute en fait de Gabir, forcément, puisque en fait il y a une fiche spécifique, il y a une partie de l'étude qui a été spécifiquement dédiée à l'évaluation de ce gisement-là. Et il est important de dire ici qu'il y a un certain, le chiffre en fait qui est sorti aujourd'hui, qui est qui circule aujourd'hui, qui est de 28 000 tonnes de biodéchets produits par les activités économiques à La Réunion par an, converge avec celui qui a été fait dans le cadre de l'étude de SPL Horizon, commanditée par la région Réunion. Toutefois, dans le cadre de Gabir, notamment en fait la fiche synthétique, on précise la difficulté, notamment en fait d'avoir une certaine robustesse de ce chiffre-là, vis-à-vis du fait que le gisement est très épars, composé de petits producteurs, dont la participation au tri, en tout cas en 2020-2019, était assez incertaine. Donc ça, c'est justement la partie réglementaire qui oblige la valorisation de biodéchets, qui va peut-être faire bouger quelque part les lignes. En tout cas, il y a un besoin d'affiner ces chiffres-là. Et donc, en ce qui concerne les défis pour la filière des déchets organiques et des maphores à La Réunion, il est important aussi de le mettre dans un contexte dynamique parce que il y a aussi des enjeux d'autonomie alimentaire. Donc, il y a aussi notamment l'action du département Agri-Pays 2030 qui va engendrer une certaine diversification agricole. Et c'est important de le dire parce que les candidats, en tout cas les matières organiques potentiellement fertilisantes, les maphores qui sont utilisées aujourd'hui dans l'agriculture de La Réunion, et ben il y a un secteur qui est très preneur et qui est capable d'accueillir en fait l'ensemble de ces maphores, c'est le secteur de la canne à sucre. Dans un cadre où on a une diversification agricole, il y a d'autres types de production qui sont par exemple le maraîchage, qui ne s'y prêtent pas aussi bien. Autre chose qui est importante de mentionner, c'est que le statut déchet, en fait, réglementairement parlant, d'un certain nombre de maphores, notamment en fait des maphores qui sont des composts, ne facilite pas forcément la fluidité entre les acteurs de transfert de ces matières-là, et notamment la commercialisation. Et là, il y a un acte réglementaire en fait qui est très anticipé, qui potentiellement viendra à travers aussi la réglementation européenne, qui va ouvrir un petit peu les champs des possibles, notamment en ouvrant les possibilités d'être plus souple et de procurer en fait un statut de produit un certain nombre de produits qui sont aujourd'hui en fait considérés comme des déchets. Au niveau du territoire, effectivement, comme je disais, il y a besoin d'affiner cette approche systémique qui a été déjà entamée par Gabir et de mieux en fait intégrer aussi ce gisement qui est le gisement des biodéchets, donc des déchets organiques des produits des activités économiques de La Réunion. Et puis là, le dernier point que j'ai mentionné, je suis pas le mieux placé en fait d'en parler, mais de toute façon, il y aura quelques éléments, je suis certain, qui vont être donnés par les intervenants suivants.
J'ai voulu en fait terminer aussi ma présentation, pas forcément uniquement sur les défis, mais pour illustrer aussi, en vous illustrant ici quelques leviers, notamment techniques, économiques et sociopolitiques. Il y en a à La Réunion. Il y a par exemple le service d'assistance technique à la gestion des épandages, le SATEJ, qui est un outil potentiellement très puissant à condition qu'il ait vraiment les moyens à la fois économiques et humains pour poursuivre cette dynamique-là. Et puis, il y a le potentiel aussi de ouverture de certains espaces qui jusqu'à maintenant n'étaient pas disponibles pour accueillir notamment les MAFOR. Ce sont les espaces notamment d'agriculture urbaine ou les espaces d'agriculture biologique dont l'intérêt en fait croît au niveau des DOM, au niveau de la. Bien sûr, dans tout ça, il y a des leviers publics de financement, il y a aussi des opportunités de marché parce qu'il y a des contraintes réglementaires, économiques, etc. Et donc, derrière, il y a besoin en fait de nouveaux services et de nouveaux produits. Et il y a une certaine aussi volonté politique que je vais illustrer dans ma dernière diapo. Alors, tout ça pour vous dire en fait que c'est une réflexion qui n'engage que moi, mais je sais que il y a des acteurs aussi qui s'aligneraient quelque part, qui seraient d'accord avec ce que je vais énoncer, mais la conjoncture réglementaire et économique aujourd'hui converge vers le besoin de professionnalisation de la filière, en tout cas des biodéchets à La Réunion. Et puis, la chaîne de valeur, donc jusqu'à la commercialisation de ces produits-là, serait donc multi-acteurs, hein, logiquement. Et puis, elle bénéficierait effectivement à se doter d'outils organisationnels à la hauteur. Et pourquoi pas parler en fait d'une interprofession des matières organiques fertilisantes à La Réunion, inclusive de tous ces acteurs-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et désolé si j'ai dépassé un petit peu le temps qui m'était dédié. Merci Vladislas. Et bien, du coup, pour ne pas perdre de temps supplémentaire, on va passer tout de suite la parole à Mathieu. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, et on voit bien ton diaporama. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Mathieu Bravin du CIRAD dans l'unité recyclage et risque. Je vais m'exprimer à la fois sur mes travaux et plus globalement sur un collectif dont j'ai participé à l'animation entre 2018 et 2021, qui était le dispositif SIAM du CIRAD, qui s'appelle aujourd'hui Capter, et dont les activités étaient historiquement orientées sur les enjeux de la bioéconomie, de l'économie circulaire et de la reterritorialisation de l'agriculture avec des projets étendards comme Girovar et Gabir dont a parlé Vladislav, et notamment la production dans le journal du CIRAD dans l'océan Indien d'un numéro hors série d'AgroNews sur le rôle de l'agriculture centrale dans l'économie circulaire à La Réunion. Donc voilà, donc le premier mot que je dirais autour de cette question-là, c'est quand on parle d'économie circulaire, évidemment, on pense à la circularité des flux de matière, mais derrière les matières, il y a un certain nombre d'éléments, des éléments majeurs, des éléments en trace, et une des conditions clés pour une économie circulaire, c'est d'arriver à un bouclage le plus strict possible du cycle des éléments dans les systèmes agricoles, ce qui est une nécessité, hein, c'est pas juste une volonté pour le dire, c'est parce que ça permet à la fois de soutenir la production agricole et également, ça c'est parce qu'il faut qu'il y ait un bouclage qui ait suffisamment d'éléments qui rentrent dans les systèmes, dans les agroécosystèmes, mais également il ne faut pas qu'il y en ait trop, c'est-à-dire qu'on évite les pollutions qui y sont associées. Donc, en guise d'introduction, je reviendrai sur un résultat récemment publié par les collègues là, du CIRAD présent à La Réunion dans le cadre de la thèse de Vivien Klein-Peter sur le cycle de l'azote à l'échelle de l'île, où bon, vous voyez entre les importations, ce qui part ou ce qui rentre par l'atmosphère, ce qui part dans l'environnement ou ce qui sort de l'île. Donc, on a un certain nombre de flux exprimés ici en tonnes d'azote par an. Ce qu'on peut dire pour la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près un quart de ce qui rentre qui correspond à de l'azote qui rentre par des fertilisants importés, que malgré l'importance de ce flux-là, en fait, ça reste presque 2 fois inférieur au recyclage de ces matières fertilisantes d'origine résiduaire, les MAFOR, et on voit du coup l'importance de la logique d'économie circulaire via le retour au sol d'un certain nombre de ces matières résiduaires. Et le dernier point important qu'apporte cette étude pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'à l'échelle annuelle, on voit qu'en fait, a été calculé par les collègues une augmentation du stock de l'azote entre ce qui rentre et ce qui sort, et qui serait un stock qui arriverait dans les sols agricoles. D'où l'importance de la question autour du bouclage des cycles au sein des agroécosystèmes. Donc la question peut se poser également pour le phosphore. Il y a des travaux un peu similaires qui ont montré
qu'en gros, le stock de phosphore issu du recyclage des maphores par leur retour au sol est au moins aussi important, si ce n'est supérieur, aux flux de phosphore qui proviennent des fertilisants importés. Mais c'est également le cas pour d'autres éléments dont on parle un peu moins, qui sont souvent apportés de manière non intentionnelle dans les agroécosystèmes, que sont les éléments traces. Donc, je vais parler du cuivre, du zinc, du nickel, du chrome, et qui sont en général des cycles qui, à l'échelle macro ou micro, sont mal, voire pas caractérisés. Et la question sur laquelle je voudrais revenir aujourd'hui plus particulièrement, c'est de caractériser un peu le bouclage à l'échelle parcellaire, qui est une échelle qui est complémentaire à celle qui est plus évidente, à laquelle on pense naturellement, qui est celle du bouclage à l'échelle territoriale. Et je vais vous parler de cette échelle parcellaire parce que c'est notamment l'échelle du pilotage agro-environnemental des pratiques, et notamment l'échelle du pilotage par les agriculteurs de leurs pratiques de fertilisation. Donc, pour ce qui est du phosphore, vous avez ici sur la diapo un flux. Donc, ça, c'est une publication pour une culture de maïs dans des conditions plutôt tempérées. Mais les flux de phosphore sont de cet ordre de grandeur-là dans n'importe quel agro-écosystème. Et j'insiste d'abord sur le fait que on parle ici de quelques kilos, voire quelques dizaines de kilos de phosphore par hectare et par an. Je reviendrai là-dessus en parlant des éléments traces. Ce qui dynamise en fait le cycle du phosphore, ce qui le fait démarrer, c'est le fait qu'on exporte évidemment des cultures et qu'on exporte avec des cultures du phosphore de l'ordre d'une vingtaine de kilos de phosphore par hectare et par an. Que ça correspond peu ou prou, en tout cas c'est du même ordre de grandeur que la disponibilité du phosphore dans le sol, c'est-à-dire l'offre en phosphore du sol. Et donc que pour réalimenter cette disponibilité et soutenir le prélèvement de phosphore par la plante, donc les besoins de la plante, il faut apporter du phosphore dans des conditions de l'ordre de quelques kilos de phosphore par hectare et par an. Et en général, quand l'équilibre est relativement bon entre les entrées et les sorties, on a des pertes, que ce soit par ruissellement ou érosion ou par lixiviation-lessivage, qui sont, on va dire, négligeables à l'échelle du cycle. Donc, en gros, pour le phosphore, l'idée, c'est vraiment d'arriver à équilibrer les pratiques de fertilisation d'apport de phosphore avec l'exportation par les cultures pour satisfaire les besoins, pour entretenir la disponibilité du phosphore dans le sol pour que la plante y trouve ce dont elle a besoin, et bien sûr pour réduire les pertes et les risques associés d'eutrophisation de la ressource en eau. Donc, un travail similaire a été fait spécifiquement à La Réunion. Là, c'est un travail qui est en cours de finalisation et de publication pour estimer les exportations des principales cultures réunionnaises, dont je vous donne ici l'illustration pour 3 cultures importantes, l'ananas, la canne à sucre et la prairie. Donc, ce qu'on voit, c'est ce que vous montrent les petits histogrammes verts là, c'est que pour toutes ces cultures, globalement, les exportations sont soit similaires, soit un peu supérieures à ce qu'on a l'habitude de voir en milieu trop tempéré. J'insisterai notamment là-dessus pour les prairies, où on voit qu'on peut avoir des exportations jusqu'à une centaine de kilos de phosphore par hectare et par an, ce qui est bien au-delà de ce qui est vu en milieu tempéré, avec les références qui sont à droite, là, pour des systèmes de prairies en milieu tempéré. Mais malgré cela, l'importance de ces exportations, on voit que les doses fertilisantes conseillées par les outils à La Réunion sont en fait assez souvent supérieures, voire très supérieures à ces niveaux d'exportation, ce qui a été historiquement justifié en disant que les sols réunionnais, comme on est en climat tropical, sont des sols qui retiennent très fortement le phosphore, d'autant plus que ce sont des sols d'origine volcanique, et donc il faut apporter plus de phosphore que ce que la plante exporte. Cependant, quand on regarde ça, donc c'est typiquement ce qui est soutenu par ce genre de graphique qu'on peut tirer de la littérature, où on voit la capacité des sols à retenir le phosphore, qui est bien supérieure pour les sols tropicaux, là, ce que vous voyez en orange, par rapport aux sols tempérés, ici de l'Union européenne, en bleu. Quand on place les travaux qui ont été faits dans le cadre de la thèse de Cécile Nobile à La Réunion, on s'aperçoit que pour un ensemble représentatif de sols de La Réunion, en fait, on a quelque chose d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement dans le cas des sols tropicaux classiques avec une très forte capacité de rétention, ni dans ceux des sols tempérés, mais on a quelque chose d'intermédiaire qui ne justifie qu'en partie, a priori, des doses fertilisantes très nettement supérieures aux exportations. Ce qui amène évidemment, et c'est l'issue un peu appliquée des travaux de synthèse qu'on mène à La Réunion avec les collègues, c'est de réviser les doses de référence d'apport de phosphore, notamment dans le cas, par exemple, des plants d'épandage des flancs d'allumage. Pour ce qui est des éléments traces, vous voyez ici un cycle qui est issu de plusieurs essais de terrain menés sur une dizaine d'années. Ici, c'est des données qui proviennent d'un essai sur des systèmes maraîchers où les flux sont les plus intenses. Et là, j'ai pris comme exemple d'éléments traces le nickel, où pour le nickel et le chrome, on a une spécificité à La Réunion, c'est qu'il y a une richesse du sol, une richesse naturelle du sol en nickel et en chrome, notamment, et que cette richesse se retrouve en fait dans les composts
et certaines autres maphores comme les cendres de bagasse, par exemple, qui sont produites à La Réunion et qui posent des problèmes de valorisation de ces maphores. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les flux, encore une fois non intentionnels de nickel, premièrement, s'expriment en grammes par hectare et par an, ce qui est en gros 1000 fois inférieur à ce qui est pour le phosphore, c'est pourquoi on parle d'éléments traces. Et ces flux d'apport, que ce soit à l'intérieur des produits phytosanitaires, dans les engrais de synthèse ou par l'irrigation, sont globalement équivalents aux flux de sortie par exportation dans les cultures ou par l'excavation-lessivage dans la profondeur du sol. Cependant, quand il y a une fertilisation qui est basée sur le recours aux maphores, ce bilan en fait, va être très largement positif parce que les maphores étant des produits résiduaires, on a une tendance à avoir des concentrations relativement importantes de ces éléments traces dans ces maphores. Et donc, ces maphores qui ont des apports non intentionnels d'éléments traces génèrent dans ces agroécosystèmes un bilan très largement positif qui génère de fait une contamination lente mais progressive des sols agricoles. La question qui se pose, c'est donc de connaître les risques sanitaires, c'est-à-dire de transfert dans les cultures, notamment de ces éléments traces lorsqu'ils s'accumulent dans les sols, ou les effets écotoxicologiques de l'accumulation de ces éléments traces dans les sols, c'est-à-dire les effets potentiellement toxiques sur les organismes de sol et donc à terme sur la fertilité du sol. Donc ça, c'est des résultats qui ont été obtenus récemment dans le cadre d'un projet financé à La Réunion par l'ADEME, qui a permis de montrer tout d'abord, pour l'accumulation ici dans la tomate, on a eu des résultats similaires pour 4 autres plantes maraîchères, qu'on ne voyait pas de différence quand on apportait des maphores, en l'occurrence ici des effluents d'élevage, par rapport à une fertilisation minérale de référence. Pas de différenciation d'accumulation ici de nickel dans les tomates, dans le fruit. Et deuxièmement, on a également regardé, simulé, en fait, on a observé l'accumulation de nickel dans le sol sur la dizaine d'années qu'a duré l'essai, on a modélisé ça, on a extrapolé ces pratiques sur un siècle et on a comparé cette accumulation qui est la droite noire là aux seuils toxicologiques qui peuvent être calculés dans les conditions pédologiques de La Réunion et qui sont représentées par les courbes en rouge. Ce qu'on voit, c'est que du coup, l'accumulation, heureusement, n'atteint pas, dans ces prévisions-là pour le nickel, les seuils toxicologiques, ce qui indiquait qu'a priori, on n'augmenterait pas les seuils toxicologiques pour ce type d'éléments traces, le nickel, le chrome. La réponse n'étant pas toujours la même pour tous les éléments traces, notamment pour le cuivre et le zinc. En termes de conclusion, je terminerai là-dessus. Je dirais que l'idée clé que je voudrais vous faire passer, c'est que le bouclage des cycles des éléments traces, majeurs ou traces dans les agroécosystèmes ne va pas de soi. Ça appelle un raisonnement agronomique optimisé qui doit être basé sur de l'acquisition de données et sur des outils de pilotage de ce raisonnement agronomique. Donc pour le phosphore, la question c'est réellement un raisonnement fin des apports pour satisfaire les besoins de la plante sans trop en apporter. Et pour les éléments traces, c'est clairement de limiter au maximum les apports, y compris ceux qui sont non intentionnels, c'est-à-dire lorsqu'on ne cherche pas du tout à apporter des éléments traces sur les sols. Et c'est particulièrement vrai, comme je vous le disais juste avant, pour le cuivre et le zinc. Et je terminerai mon exposé simplement en soulignant l'originalité du dispositif Capter à La Réunion en termes de compétences déployées, de types d'activités menées sur ces thématiques autour de la bioéconomie, de l'économie circulaire, avec des formations, alors bien sûr initiales, mais aussi continues, avec par exemple en 2020-2021 une formation de plusieurs journées auprès des conseillers techniques Cannes pour reposer les bases des bonnes pratiques de gestion de la fertilisation, pour que ça puisse être déployé auprès des agriculteurs. Deuxièmement, le montage très récemment, en début d'année, d'un projet CASDAR Fertidom, dont le but, dans la logique RITA, à la fois à La Réunion, mais également aux Antilles, est de produire et de rénover des outils de pilotage de la fertilisation qui soient adaptés aux conditions des DOM. Et enfin, un Living Lab qui est mis en place et qui est co-animé par les deux animateurs du dispositif Capter, Jonathan Vessière et Jean-Christophe Soulier, et qui sera dédié à la bioéconomie circulaire. Voilà, je vous remercie. Merci Mathieu. On va terminer du coup les présentations. Alors là, tu nous as mis la photo de Philippe. Voilà. En mode diaporama et ça sera parfait. C'est okay. Bon. Tu n'as pas remis ton micro, Louisa. Merci. Vous m'entendez bien? C'est bon. Super. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Louisa Blanchet, je suis chargée de mission sur la valorisation des effluents d'élevage par les productions végétales au sein de l'Armée Flore.
donc institut technique spécialisé dans la production fruitière, légumière et horticole. Et c'est donc une mission que nous avons entamée assez récemment, il y a un peu plus d'1 an. Donc, pour rappeler le contexte, de la création de cette mission, actuellement à La Réunion, il y a une forte dynamique des coopératives d'élevage autour de la valorisation des effluents. En effet, cette gestion des effluents peut représenter une problématique pour certains éleveurs, notamment dans les filières volailles et porcines, pour lesquels les éleveurs ont souvent peu de terres agricoles et donc ils dépendent de prêteurs de terre pour épandre ces effluents. Depuis quelques années, en fait, il est difficile de trouver des prêteurs de terre, notamment du fait d'une réglementation qui est davantage appliquée et contrôlée au niveau des plans d'épandage. En parallèle de cela, il y a une prise de conscience également sur les enjeux environnementaux que représente la gestion des effluents d'élevage. C'est pourquoi les coopératives d'élevage s'attachent à inciter à la valorisation, et cela par la normalisation des effluents. Donc en fait, ils vont passer du statut de déchet au statut de produit par des normes comme la norme amendement ou la norme engrais. En parallèle de cette dynamique, on a une forte demande des producteurs des filières de production végétale en produits fertilisants locaux, et cela depuis la forte hausse des prix des engrais d'import, de la même façon qu'en métropole, et les ruptures également d'approvisionnement qu'il y a eu notamment l'année dernière. Donc, dans ce contexte, l'Armée Flore a créé cette mission pour accompagner et inciter les producteurs à utiliser davantage ces matières issues des effluents d'élevage. Et pour cela, on va avoir un travail d'acquisition de référence de ces nouvelles matières qui vont arriver sur le marché. Donc, acquisition de référence par des essais au champ pour optimiser l'utilisation de ces matières, savoir comment les apporter, sur quelle culture, dans quelle quantité. Ensuite, il va y avoir un travail de transfert de ces connaissances aux producteurs à travers divers supports comme des fiches techniques, mais aussi durant des rencontres lors de formations à l'Armée Flore ou dans d'autres structures, des journées comme les agrofertiles. Et on a aussi un transfert des connaissances aux apprenants avec des visites d'apprenants comme des BTS ou des BPREA qui viennent sur la station expérimentale découvrir les thématiques de travail. Enfin, on va avoir une mission d'accompagnement pour lever les contraintes qui sont rencontrées par les producteurs sur l'usage de ces matières pour leur faciliter et l'usage justement de ces matières. Donc, pour illustrer cela, je vais vous présenter quelques travaux qui ont été menés à l'Armée Flore. Tout d'abord sur l'acquisition de références. On a mené l'année précédente, en 2022, des essais de fertilisation organique en maraîchage. Donc, ce sont des essais qu'on a menés avec un compost de fumier de volaille d'un éleveur de La Réunion qui était normé engrais organique. On l'a testé sur 3 cultures, salade, courgettes et choux. Et je vais vous présenter quelques résultats sur l'essai salade. Donc, ce qu'on a testé, c'est ce compost apporté à la fois au trou, puisque c'est une pratique qui est largement utilisée ici, et une modalité où on a apporté le compost en surface. On a comparé ces modalités à un témoin sans fertilisation et à un témoin de référence qui était un engrais organominéral du commerce. Quelques éléments de résultats. Ce qu'on a relevé au début de l'essai, c'est un fort taux de mortalité des salades qui ont été fertilisées avec le compost au trou, et ce qui a vite été expliqué en fait par une attaque de fourmis rouges, donc un ravageur qui est très présent dans les bas à La Réunion. Donc ces fourmis se sont installées dans les trous et ont formé leur fourmilière, ce qui a déraciné et tué les jeunes plants. En parallèle, on suppose aussi qu'il y a eu une brûlure des racines des jeunes plants à cause du compost. Donc ça, c'est des éléments qui vont vraiment être importants à transmettre aux producteurs comme point de vigilance. On a également fait un suivi de la teneur en nitrate dans les sols pour évaluer la minéralisation de l'azote des produits apportés. Donc on peut voir sur le graphique qui représente les unités de nitrate dans le sol, la courbe en jaune qui représente le témoin sans apport de produits. On voit que la teneur en nitrate est stable puis diminue, ce qui illustre le fait qu'aucune matière a été apportée. À l'inverse, pour les 3 autres modalités où le compost a été apporté ou bien l'engrais organique du commerce, on remarque une hausse des nitrates dans le sol, ce qui illustre la minéralisation de l'azote organique en azote minéral. Et on va ensuite avoir une baisse progressive qui illustre la consommation de ces nitrates par la culture. Donc, quelques éléments de résultats sur la récolte. Je vais m'intéresser surtout à la dernière colonne du tableau qui résume les rendements commercialisables de chaque modalité.
Ce qu'on peut voir, c'est que pour les deux modalités fertilisées au compost, on a atteint un rendement de 37 et 36 tonnes par hectare, sachant que le rendement attendu était de 40 tonnes par hectare. Donc, résultat plutôt satisfaisant. Pour le compost trou, on atteint ce résultat malgré la forte mortalité, grâce à des laitues qui ont atteint de très gros calibres. Donc, on peut le voir sur la photo, l'illustration, en haut à gauche. Voilà, ce sont les laitues qui ont été fertilisées au trou, ce qui leur a permis, ce gros calibre, d'atteindre ce rendement. Pour la modalité fertilisée en surface, on atteint un très bon rendement du fait d'un taux de mortalité nul et de calibre très satisfaisant. Pour le témoin, on a eu un rendement très faible, ce qui était attendu. Et pour la modalité de référence, avec l'engrais Impulse, on a un rendement de 21 tonnes par hectare, ce qui est très faible. Et en fait, ce qui est dû au fait que ce n'est pas un engrais de référence qu'on utilise d'habitude. Celui que l'on utilisait était en rupture d'approvisionnement, et donc on a utilisé celui-là par défaut. Et donc, on s'est rendu compte qu'il était sûrement plus approprié à des cultures de cycle plus long. Donc, à savoir que le rendement attendu de 40 tonnes par hectare que j'ai cité, c'est issu de références d'ABAC qui sont utilisées à La Réunion. Et comme Mathieu l'a mentionné tout à l'heure, on surestime parfois les apports, donc ce sont des références qui sont à revoir. Et donc, pour nous, on juge très satisfaisant le rendement de 36 et 37 tonnes par hectare. Donc, ces résultats ont ensuite pu être utilisés pour faire des fiches techniques à destination des techniciens ou des producteurs, dans lesquelles on a recensé quelques caractéristiques agronomiques du compost utilisé. On a résumé quelques résultats de l'essai au champ, afin de justifier notamment pourquoi on ne préconise pas l'apport au trou de compost, bien que ce soit une technique qui soit largement utilisée ici. On note les modes d'apport préconisés. Et ensuite, un exemple, une méthodologie de calcul pour quantifier la quantité de compost à apporter en fonction du besoin de sa culture. Et ça va dans le même sens que ce que Mathieu mentionnait sur le fait de raisonner agronomiquement ses apports, essayer d'apporter la dose la plus juste en fonction des besoins de sa culture. Je vais penser ensuite sur un point qui concerne l'accompagnement des producteurs sur les freins qu'ils peuvent rencontrer concernant l'usage de ces matières. Donc, ce qu'on a identifié comme frein, c'est que sur des filières comme le maraîchage ou culture fruitière, où les parcelles sont relativement petites et escarpées, l'épandage est très peu mécanisé. Et donc, c'est vraiment un frein à l'utilisation plus massive, on va dire, de ces matières. C'est peu mécanisé parce que le matériel qui serait adapté n'existe pas ou très peu, et quand il existe, il est très cher. Donc, ce qui a été proposé pour répondre à cette problématique, pour rendre cette tâche plus confortable, on va dire, et moins chronophage pour les producteurs, c'est d'auto-construire un épandeur qui soit adapté. Et pour cela, on propose une formation d'autoconstruction d'un épandeur avec mon collègue Dominique Troyer qui propose des formations d'autoconstruction. Et donc, on va autoconstruire cet épandeur qui est en photo, dont les plans sont issus de l'atelier paysan. L'objectif, ça va être pour les agriculteurs qui participent de se former au travail de l'acier ou se perfectionner, ce qui va leur permettre en fait d'être plus autonomes et de pouvoir réparer ou adapter leurs outils sur leur exploitation, mais aussi pour les plus à l'aise de construire leurs propres outils. Et dans le cadre de cette formation précise, on va donc début avril, très bientôt, on va commencer cette formation, construire cet épandeur et ensuite le tester chez les agriculteurs pour voir s'il correspond bien aux attentes qu'ils en avaient, si on doit l'adapter en fonction des matériaux qu'ils utilisent, si ça épande de manière homogène. Et en fonction de cela, on validera le prototype, on l'adaptera. Donc, pour conclure, quelques perspectives. Comme l'a mentionné Mathieu, on va s'intégrer également dans le projet collectif Fertidom en réponse au besoin d'actualiser les bases de données sur les besoins des cultures pour fertiliser au plus proche des besoins des cultures sans surfertiliser et peut-être intégrer davantage ces notions de fertilisation organique avec les MAFOR présentes à La Réunion. On a aussi un objectif de créer et conforter des itinéraires techniques de fertilisation mixte, minérale et organique, et de fertilisation organique totale pour toutes les filières du végétal. C'est une demande des producteurs en sous-abri, en plein champ, en pépinière ornementale. Pépinière ornementale, par exemple, c'est une filière où il y a très peu de références sur la fertilisation organique et encore moins en milieu tropical. Donc, c'est un fort enjeu.
Et enfin, un des objectifs pour la suite, ça va être d'accentuer le transfert auprès des producteurs. On est au début on a eu une année sur cette mission-là, donc là, on va rentrer dans une deuxième année, on va accentuer vraiment la sensibilisation, la formation sur cette thématique auprès des producteurs. Voilà, merci de votre attention et je suis à votre écoute pour approfondir les sujets si vous avez des questions. Merci. Merci Louisa. Donc, on a eu quelques questions parmi l'assistance. Peut-être une première pour rester un peu dans la veine de ce que Louisa, tu viens de présenter. On a quelques questions un peu plus précises, notamment une. Vous n'utilisez pas le coefficient d'équivalence engrais pour le compost? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Oui, alors dans le cadre des essais, effectivement, on a appliqué un coefficient d'équivalence engrais sur le compost qu'on a utilisé. Tout à fait. Mais là encore, c'est des outils sur lesquels on doit encore acquérir des références qui soient spécifiques vraiment à chaque matériau qu'on produit à La Réunion. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il semblerait que, au moins à la Martinique, les cultivateurs soient un peu réfractaires à l'utilisation de compost qui intègre du lisier de porc. Est-ce que, alors je ne sais pas si c'est Mathieu ou Vladislas qui peut répondre à cette question. Est-ce qu'on rencontre un peu le même genre de frein à La Réunion et est-ce que vous avez des solutions sur cette problématique, le cas échéant? Peut-être je toucherai quelques mots. Il y a partiellement en fait Mathieu Crescence qui a essayé d'apporter des éléments de réponse. J'ai vu aussi dans le chat, il a bien raison en fait de préciser que lorsque le compost est notamment normé, les risques sont minimisés. Hein. C'est un petit peu aussi l'objet de ces normes-là qui évaluent notamment qui ont pour objet d'évaluer en fait les caractéristiques de la matière organique en termes d'innocuité. Au-delà de cela, il faut savoir que un compost, c'est une matière qui est quand même qui est quand même en fait une matière stable, qui n'a pas forcément d'odeur caractéristique des intrants initiaux pour la transformation en compost et qui s'apparente visuellement en fait finalement si c'est un compost mature bien conduit à un aspect terreux. Donc voilà. Peut-être il faudrait creuser sur notamment les raisons pour lesquelles on a ces réticences-là et y répondre notamment par une communication autour des questions dans ce sens-là pour rassurer les agriculteurs. Mathieu, si tu veux rajouter des éléments. Non, ça me dit déjà très bien. La seule chose peut-être à dire en plus, mais on va dire, qui est plutôt une perspective à côté, c'est que si pour une raison X ou Y, ça arrive, hein, des fois, y compris à La Réunion, que ce soit à titre individuel ou plus collectif, qu'il y ait certaines matières qui soient perçues négativement. J'ai vu qu'il y avait des questions autour des matières d'origine humaine. Donc ça peut être le cas pour ça. En fait, là, ce sur quoi il faut plutôt se reposer, si vraiment il y a de manière continue pendant un certain temps un front vis-à-vis de ça, c'est d'aller utiliser la diversité des matières disponibles. Souvent, c'est en tout cas le cas à La Réunion, je ne sais pas en Martinique, mais il y a quand même une diversité suffisante et notamment, ce que les maraîchers utilisent pas mal, c'est tout ce qui est à base de litière de volaille, où il y a pas mal d'élevage et donc il y a quand même une diversité de matières qui doit permettre voilà, s'il y a des problématiques un peu particulières, difficiles à désamorcer a priori sur certaines origines de matière, d'aller vers d'autres. Voilà. Donc jouer sur la diversité des maphores disponibles. Sophie? Sophie a des problèmes de connexion, semble-t-il. Alors, je vais prendre le relais. Il y a une question Merci. justement. Du coup, on va peut-être revenir vers Vladislas parce qu'il y a une question humaine. Est-ce que tu peux nous donner quelques compléments? Bon, là, je pense qu'il y a un petit problème de connexion de Sophie. Je vais poser plutôt la suite. Mathieu
sur la valorisation des effluents humains. Est-ce qu'il y a à La Réunion ce type de projet ou pas, et de manière générale dans les DOM, ou c'est pour l'instant comment dire, même pas en expérimentation peut-être? Si, bah, il y a eu, enfin, c'est un sujet. Alors, enfin, il y a deux grands types qui sont les effluents qui sortent des stations d'épuration urbaines, que ce soit les boues plus ou moins transformées ou les eaux usées épurées. D'accord, qui sont deux voies, sachant qu'il y a maintenant une réglementation, il y avait une réglementation historiquement pour les boues d'épuration urbaine, il y en a maintenant une applicable pour irriguer des cultures à partir d'eau usée épurée, ce qu'on appelle la reuse plus communément. Et à La Réunion, donc, du coup, c'est quelque chose qui est pris à bras-le-corps, parce que ça a beau être sous les tropiques, il y a une telle diversité de climats. Il y a des endroits de l'île, notamment dans l'ouest, où on a 500 mm de pluie par an, donc des périodes de sécheresse très fortes et des grosses périodes de déficit hydrique, pour lesquelles la reuse est vraiment une solution à la fois pour l'agriculture et pour l'irrigation des espaces verts. Donc là, il y a eu des travaux qui ont démarré, c'est ce qui est le plus neuf. Pour ce qui est de la valorisation des boues d'épuration urbaine, bon, il y a une réglementation générale, et ensuite il y a eu des travaux, notamment en lien avec la station d'épuration de la communauté de communes de la Cinor, du nord de l'île, qui est la plus grosse communauté de communes des DOM. Et pour lequel, en fait, le produit a réussi à avoir une homologation sur la base d'un certain nombre de documents, et en particulier, ce qui a été assez convaincant, c'est un essai de terrain sur une vingtaine d'années qui est en cours, hein, qui est financé par l'industriel comment dire, qui met en œuvre, enfin qui produit les boues, et qui est sur un essai qui est réalisé par le CIRAD, qui rentre dans le cadre des essais nationaux SORPRO, et qui ont pour but de regarder à la fois la valorisation agronomique, mais également les éventuels impacts environnementaux de l'utilisation de ces boues d'épuration urbaine, en comparaison, parce qu'en fait dans l'absolu ça ne veut pas dire grand-chose, en comparaison à des pratiques classiques de fertilisation de synthèse et également de fertilisation à base d'effluents d'élevage, lisier de porc, litière de volaille. Voilà. Les résultats, pour dire de façon très, très, très brève, c'est que globalement, on arrive tout à fait à piloter agronomiquement et avec a priori des impacts environnementaux maîtrisés une fertilisation de la canne à sucre, puisque l'essai est sur canne à sucre, à base de ce fertilisant-là, qui s'appelle FertilPI, pour donner son nom. Merci Mathieu. Est-ce que soit Louisa, soit Mathieu, vous pouvez donner quelques précisions sur le projet Fertidom? Vous y avez fait allusion tous les deux. Donc, est-ce que vous pouvez donner juste un peu les grandes lignes de ce que sera ce projet s'il est retenu? Je peux peut-être dire un mot général, et puis Louisa, tu pourras peut-être parler plus spécifiquement, notamment sur l'aspect horticulture, ce que ça recouvre, parce qu'il y a des enjeux un peu spécifiques. Donc, je vais donner le nom tout de suite de la personne qui l'a monté, c'est Antoine Versini, qui est un collègue du CIRAD. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers lui, Versini, V-E-R-S-I-N-I, voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations, encore plus précises que ce qu'on vous donnera. Mais c'est un projet qui se veut faire mieux ce qui a déjà été tenté par le passé, c'est-à-dire, certes, de rénover ou de développer des outils d'aide au pilotage de la fertilisation qui soient adaptés aux contextes tropicaux. Il y en a déjà qui existent, mais je vous ai donné quelques exemples de limites qu'on pouvait aujourd'hui entrevoir, et notamment sur le fait que ces outils avaient été un peu faits déconnectés ou imparfaitement connectés au mode de raisonnement qui prévalent dans l'agronomie, on va dire, métropolitaine, qui fait référence. Et le but est de reconnecter ces outils au mode de raisonnement, notamment du Comité français du raisonnement de la fertilisation, le COMIFER. Et c'est le but de ce projet-là, et de le faire en essayant de travailler en synergie entre des DOM qui nous paraissaient rapprochables d'un point de vue agronomique, que ce soit en termes de type de culture, en termes de type de sol, et donc notamment la Réunion et les Antilles. Bien sûr pour des grandes cultures comme la canne à sucre, pour les prairies, et aussi pour le maraîchage, qui reste encore un peu le parent pauvre en termes de qualité des outils pour piloter la fertilisation. Oui, donc pour compléter Mathieu, effectivement, on a peu d'outils pour piloter la fertilisation en maraîchage, des références qui ont besoin d'être actualisées.
Donc, c'est vrai que l'Armée-Flore va intervenir dans ce projet pour justement acquérir des références à ce niveau-là, pour avoir des outils plus performants pour accompagner les producteurs sur la fertilisation et peut-être intégrer voilà, davantage les éléments, les fertilisants organiques et même si c'est déjà fait, proposer des itinéraires techniques, fertilisation mixte, organique et minérale. Et je pense que Guillaume est là pour me compléter. Et non. Il y a une question sinon un peu complémentaire sur l'objet du projet, qui est est-ce que c'est un des enjeux de ce projet d'arriver à des formules de calcul d'apport de NPK comme avec le comifère? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Le but, c'est même de développer les moteurs de calcul pour qu'après, que ce soit des institutions, des organismes publics ou privés qui souhaitent les utiliser pour ensuite aider au pilotage. C'est vraiment ça. Le but, c'est de développer les moteurs de calcul, de raisonnement agronomique. Un des intérêts, clairement, on ne va pas le cacher, c'est aussi de permettre de rationaliser un petit peu les modes de raisonnement qui sont parfois un peu disparates entre ce que va dire d'un côté les instituts techniques, la recherche, etc., donc l'Armée-Flore, le CIRAD, etc., pour ce qui concerne la Réunion, et de l'autre côté, les vendeurs d'engrais, qui des fois ont leur propre méthode. Là, le but, c'est aussi d'homogénéiser un peu tout ça pour que les agriculteurs s'y retrouvent et aient un discours qui soit cohérent. Donc, il est peut-être important de préciser que le projet a fait l'objet d'un dépôt là au dernier appel à projet CASDAR, que la réponse devrait arriver dans le courant du mois de juillet et que si le projet est retenu, il va démarrer en fin d'année, début d'année prochaine pour une durée de 3 ans. Voilà, ça donne un peu une perspective. Il y a une question, alors je ne sais pas si vous pourrez y répondre, une question qui demande s'il y a des travaux comparables à ceux qui sont menés à La Réunion, aux Antilles. Est-ce que vous avez connaissance de travaux similaires? Je ne sais pas si on est les mieux placés. Je ne sais pas, Louisa, si tu as globalement, oui, il y a bien sûr des éléments de raisonnement de la fertilisation. Je pense à l'IT2 qui est bien positionné aux Antilles, bien sûr à l'INRAE, au CIRAD, qui sont historiquement présents aussi, au CTCS pour la canne à sucre, qui est l'équivalent d'Aircan à La Réunion. Oui, après, je pense que le niveau de développement des outils qui existent aujourd'hui à La Réunion est probablement ce qu'on fait de mieux dans les DOM, à l'échelle des DOM, mais reste imparfait pour les raisons dont on a parlé avant. Et donc, je pense qu'il y a une certaine similitude. Et si le projet Fertidom s'est dit que c'était possible de faire de l'interdom, notamment entre La Réunion et les Antilles, c'est qu'il y avait suffisamment de similarités entre les pratiques culturelles, les types de culture et les modes de raisonnement pour qu'on puisse essayer de faire ça, ce qui n'est pas très simple quand on est à presque 15 000 km d'écart. Et juste pour compléter, il y a des travaux similaires et par exemple, l'IT2 a sorti un petit guide des matières organiques qui est un peu le pendant du guide de la fertilisation organique à La Réunion. Donc là, on a des travaux similaires dans les DOM. Merci. On a également une question pour savoir est-ce que comment les travaux que vous menez, les uns et les autres, peuvent alimenter les réflexions qui ont lieu en cours dans le cadre de la concertation sur le projet pour la future loi d'orientation agricole. Est-ce que chacun à votre niveau, vous êtes amené à contribuer à la concertation qui a été lancée là, il y a quelques mois? Personne ne prend la parole, donc j'ai déjà beaucoup parlé, mais alors moi, je n'ai pas contribué directement, enfin, à titre personnel. Par contre, je pense qu'il y a des contributions plus larges. J'ai regardé rapidement parce que je n'avais pas les intitulés des groupes de travail. Donc, j'ai vu que le troisième qui était cité, c'était plus sur les aspects d'adaptation au changement des exploitations au changement climatique. Alors oui, ça permet d'ailleurs de faire un lien, alors un peu au-delà de ce dont on a parlé, mais il y a eu un gros travail sur les DOM, sur la capacité à stocker du carbone dans les sols, d'accord, au niveau à l'échelle des DOM.
Et il y a un projet qui continue là-dessus qui s'appelle Fer Carbone, c'est un projet très très grand et dans lesquels les DOM, La Réunion notamment, continuent à produire de la donnée et des outils pour évaluer les pratiques qui permettent de stocker du carbone, donc d'aider à lutter contre le réchauffement climatique, mais d'une certaine manière aussi à s'adapter. En stockant de la matière organique, on va aussi jouer sur la fertilité des sols et sur la capacité des sols à avoir une meilleure fertilité biologique, chimique et physique. Donc oui, ce projet contribue, alors voilà, mais pas, enfin, à ma connaissance, pas absolument étroitement dans les échanges au sein des groupes de travail qui ont été cités. Merci. On a une toute petite question un peu plus précise à laquelle il sera, je pense, très facile d'apporter une réponse. C'est de savoir quel est le délai pour sortir un compost normé à partir de son exploitation. Est-ce que l'un de vous a cette réponse? Non, visiblement. Vladislas, est-ce que tu as des éléments là-dessus? Oui, je peux essayer de donner quelques éléments sans prétendre être exhaustif sur la réponse de la question. Déjà, en fait, en termes de techniques de transformation, les différents types d'outils dont on se dote tout simplement pour réaliser le processus de compostage, il peut y avoir un différentiel en termes de temps de production du compost. Par exemple, en fait, il y a des outils aujourd'hui électromécaniques qui sont mis, qui œuvrent en fait en tant qu'outil de compostage de proximité, avec un certain nombre de capteurs de suivi de température, etc., qui procurent justement en fait une certaine sécurité dans l'innocuité en tout cas, la réussite du processus de compostage à sortir une matière dont le risque sanitaire est complètement minimisé. Et il y a un certain nombre aussi d'outils voilà, qui permettent tout simplement de minimiser le temps nécessaire en fait au compost jusqu'à la phase de maturation à être transformé. Au-delà de cela, en fait, pour sortir un compost normé, il faut savoir que pour ces normes-là, il y a nécessité quand même de caractériser cette matière-là et de répondre à un certain nombre de questions, notamment sur les contaminants organiques, éléments de trace métalliques, sur aussi la valeur agronomique de ce compost-là, parce que les normes sont différentes en fonction aussi de est-ce qu'on va nourrir plutôt le sol ou est-ce qu'on va nourrir vraiment les plantes, donc c'est ce qui détermine la qualité d'une matière organique amendante ou fertilisante en grès. Et donc ça c'est une procédure à la fois de caractérisation en laboratoire et derrière tout ça aussi ça engage le temps bien sûr en fait administratif pour répondre à ces normes-là et voir en fait si on est compatible avec notamment ces exigences-là. Pour vous dire, pour un compostage classique, ça peut prendre entre 4 et 6 mois. Et en fonction des différentes technologies utilisées dans le cadre du compostage de proximité, ça peut être de 3 à 4 mois pour la production du compost en tout cas. Sophie est partie là, je ne vois plus. Donc Nathalie Tulissi a posé plein de questions. Peut-être Louise, là, vous avez prévu de répondre à certaines questions? Oui, alors j'avais vu concernant la quantité de compost qui avait été apporté dans les essais, on était à 4 tonnes par hectare. À savoir qu'on a complété un peu avec de la farine de sang pour compléter les besoins en azote et éviter de surfertiliser en fait en phosphore et potassium si on se basait sur les besoins en azote. Donc voilà, c'était 4 tonnes par hectare. Et je n'ai pas vu s'il y avait d'autres questions. Alors, peut-être une dernière petite question de Mathieu Tressens pour Vladislav. Quel serait le point de départ pour entreprendre la formation d'une interprofession des matières organiques à La Réunion? Très court parce que, comme vous voyez, il est l'heure et on va fermer dans 30 secondes. Vladislav, vous pouvez répondre ou pas à cette question de cas. Mathieu? Oui, je vais essayer d'être bref. Le point de départ, effectivement, c'est de prendre la température auprès de tous les acteurs qui sont recensés. Effectivement, il est important en fait de les mobiliser, de voir si aujourd'hui
ils sont enclins à déjà en fait échanger autour d'une table et autour des problématiques. Et on peut aussi imaginer quelque chose d'assez large et d'assez intégratif, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a aussi des problématiques qui vont concerner les importateurs d'engrais de synthèse. Pourquoi pas, en fait, dans ces échanges-là, essayer de réunir tout le monde et de voir les problématiques qui convergent pour pouvoir derrière, en fait, imaginer des collaborations. Voilà. Merci beaucoup. On est obligé d'arrêter. Excusez-nous, on n'a pas répondu à tout à fait toutes les questions. Merci à tous les cinq, tous les quatre, cinq pour vos interventions. On n'a pas entendu Guillaume, mais il a été là. Et on termine. Et la semaine prochaine, dernier webinaire de la saison 8, qui concernera la biodiversité et particulièrement l'impact de l'évolution des droits de l'environnement dans la gestion agricole de la biodiversité. Tout un programme. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine pour ceux qui reviennent. Au revoir.